Salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer le premier jour du gouvernement d'Édouard Philippe, nommé hier par Emmanuel Macron, un gouvernement qui s'installe, qui vit son premier conseil des ministres autour du président de la République à l'Élysée. Et il faut dire que ce gouvernement, eh bien, il coche à peu près toutes les cases, toutes les promesses qu'Emmanuel Macron avait fait pendant la campagne. La parité est au rendez-vous, 11 femmes, 11 hommes. Le renouvellement est là également, avec seulement 4 anciens ministres. 4 quand même, alors que le président Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait pas d'anciens premiers ministres. D'ailleurs, dans ces 4 anciens premiers ministres, la caractéristique, c'est que d'un côté, il y a 2 ministres survivants du gouvernement de Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, qui change de ministère, passe aux Affaires étrangères, et Annick Girardin, élue de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui passe à l'outre-mer. Et puis, il y a 2 personnalités qui ont déjà été ministres. François Bayrou, il y a 20 ans, dans le gouvernement d'Alain Juppé, et puis Bruno Le Maire, ministre sous Nicolas Sarkozy. Donc parité, renouvellement, société civile, beaucoup de nouveaux visages, et puis il y a surtout cet équilibre politique au fond où on voit un peu de, j'allais dire, un peu de droite, trois républicains, dont le Premier ministre Édouard Philippe, qui est évidemment l'élément le plus spectaculaire de ce gouvernement. Jamais dans l'histoire de la Ve République, en dehors des périodes de cohabitation, un président de la République n'est allé chercher une personnalité du camp d'en face. Il est allé chercher un homme de droite pour diriger son gouvernement. Alors 3 républicains, je disais, 4 anciens socialistes qui ont fait campagne avec, dont 2 qui ont fait... 2 qui ont fait campagne avec Emmanuel Macron. Je pense évidemment à Richard Ferrand, Gérard Collomb et aussi Christophe Castaner. Il y a aussi 2 personnalités des radicaux de gauche, Annick Girardin, j'en parlais tout à l'heure, et Jacques Mézard, inconnu, ministre de l'Agriculture. C'est un sénateur, c'est un signe envoyé au Sénat, un homme de la montagne, à peu près du même âge que Gérard Collomb. Et puis il y a évidemment l'écolo Nicolas Hulot. Donc ça fait quand même en fait un petit peu de chaque, un petit peu de droite, un petit peu de gauche, un petit peu de marcheurs et un petit peu évidemment de centristes. 3 modems quand même. François Bayrou se taille la part du lion. Lui-même devient ministre 20 ans après avoir quitté le ministère de l'Éducation nationale. Il est accompagné de Marielle de Sarnez, sa fidèle députée européenne qui sera en charge des affaires européennes justement. Et puis une autre centriste, Sylvie Goulard, s'installe à la Défense. C'est la 2e fois qu'une femme devient ministre de la Défense, rebaptisée d'ailleurs ministre des Armées. C'est une députée européenne élue sur les listes de François Bayrou, une grande spécialiste des affaires européennes. Preuve en tous les cas que le MoDem a sa part dans cette victoire. C'était l'allié d'Emmanuel Macron. Il y a eu des tensions la semaine dernière, mais on voit que François Bayrou a imposé ses troupes. 3 ministres MoDem dans ce gouvernement. C'est simple, c'est plus de ministres MoDem que de députés au Parlement. En tous les cas, ce gouvernement, c'est un peu le gouvernement en même temps d'Emmanuel Macron, une sorte de gouvernement de synthèse qui coche toutes les cases, sauf peut-être le rajeunissement. Pour la petite histoire et les amateurs de statistiques, ce gouvernement est un peu plus âgé que ne l'était le premier gouvernement de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. C'était 52 ans la moyenne d'âge, là c'est 54, mais mis à part cette petite différence, c'est un gouvernement très renouvelé, avec un nombre de personnalités nouvelles comme on n'en a jamais vu dans l'histoire des gouvernements. Oui, la particularité de ce gouvernement, c'est la place de la société civile. Oui, alors la société civile, c'est la grande promesse tenue par François Hollande. Il y en a même plus que ce qu'il avait dit pendant la campagne, puisqu'on est là encore à parité, 11 personnalités issues de la société civile face à 11 politiques chevronnés, d'ailleurs dans un mélange de vieux briscards et de néophytes. En tous les cas, 11 personnalités de la société civile. C'est la preuve que cette fois-ci, ils ne sont plus considérés comme des gadgets,
comme ça a pu être le cas par le passé, où il y avait toujours une ou deux personnalités de la société civile, avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur. Parfois ça a très bien réussi, on pense à Robert Badinter pour Mitterrand, Simone Veil pour Giscard, et puis il y a eu des échecs, on pense à Francis Meyer par exemple, qui fut ministre de l'économie de Jacques Chirac. C'est souvent assez difficile. Là, il y en a 11 et c'est la preuve en tous les cas que Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe ont décidé de rassembler les compétences parce qu'on voit en fait ce sont des choix de compétences qui sont finalement installés dans les ministères ad hoc. Une ancienne DRH au ministère du Travail, Muriel Pénicaud, vous voyez, j'ai du mal j'ai pas encore totalement intégré les noms. On a une professeure de médecine à la santé, on a une championne olympique au sport, Laura Flessel. Là, c'est moins surprenant parce que il y a déjà eu plusieurs champions et des champions olympiques qui se sont installés au sport. On pense à David Douillet, on pense à Guy Dru notamment, ou Jean-François Lamour. Il y a la PDG de la RATP au transport, Madame Borne. On a un ancien directeur général des affaires scolaires à l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Une très belle prise idéologique pour Emmanuel Macron parce que c'était quelqu'un qui avait une filiation à droite, très ami de François Baroin et qui s'installe à l'éducation nationale et ça risque d'avoir sans doute un effet assez important sur ce qui va se passer. Il y a également une directrice de maison d'édition Actes Sud à la culture. On a une présidente d'université très connue à l'enseignement supérieur. On a comme ça un certain nombre de personnalités. On a également une responsable associative pour les handicapés. On a comme ça un nombre de compétences importants qui s'installent dans des ministères connus. Le pari est intéressant. Il n'y en a jamais eu autant. Maintenant, entre le pari de la compétence et la conversion à devenir un bon ministre, il faudra sans doute du temps pour que ces ministres s'organisent. Ils vont avoir le temps de se préparer notamment au travail parlementaire. L'Assemblée ne siège pas puisqu'il va y avoir des législatives dans un mois. L'objectif d'Emmanuel Macron étant justement de marier ses compétences avec des hommes politiques plus madrés. L'objectif est surtout d'avoir une vitrine gouvernementale pour réussir le pari le plus urgent qui est de gagner les élections législatives les 11 et 18 juin parce que sans majorité, évidemment, la situation deviendrait beaucoup plus compliquée pour Emmanuel Macron. Mais ce qu'on peut dire au terme des premiers pas de ce gouvernement, c'est que l'objectif est plutôt tenu, les promesses sont tenues, la société civile est là et on sent que l'opinion peut tout à fait être séduite par ce mélange de nouveautés, de visages politiques plus connus. Et surtout, l'opinion achètera assez facilement l'idée que la société civile peut réussir là où finalement les politiques ont peu ou prou échoué depuis 30 ans. Il y a parmi les membres de cette société civile une personne de poids, Nicolas Hulot, qui est donc le ministre d'État, ministre de l'Environnement. Et c'est une première. Il avait refusé jusqu'à présent toutes les tentatives d'approche. Oui, c'est incontestablement la sensation de ce gouvernement, la star d'emblée quand on regarde la liste. Nicolas Hulot, c'est un personnage très populaire, un animateur de télévision que les Français connaissent tous et un homme qui est plutôt apprécié. Alors Emmanuel Macron est sacrément persuasif puisque effectivement depuis 15 ans, 3 présidents lui ont proposé le même poste ou pas loin. Jacques Chirac en 2000, pendant son quinquennat, Nicolas Sarkozy en 2007 et puis François Hollande encore en 2010 lui a déroulé le tapis rouge, proposé à peu près la même chose et il a dit non. Et puis finalement, c'est Emmanuel Macron qui a convaincu Nicolas Hulot d'entrer ce gouvernement.
Alors évidemment, c'est un sacré risque parce que quand on écoute ce que disait Nicolas Hulot, sa vision de l'écologie, qui est une vision de décroissance, son opposition au nucléaire, qui n'est pas du tout le point de vue d'Emmanuel Macron, son point de vue ferme sur l'impossibilité de construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'Emmanuel Macron plutôt tangenté, et différé la décision. On se demande comment ça va pouvoir marcher. Alors les deux hommes, on imagine que ils se sont parlé, ils se sont mis d'accord, il y a dû y avoir une liste sans doute de concessions qui a dû être acceptée par Nicolas Hulot. On verra à l'usage si ça marche ou pas. En tous les cas, ce qu'on peut constater déjà, c'est que sur le nucléaire, ça risque d'être très compliqué, notamment avec Édouard Philippe, qui est un pro-nucléaire, qui a travaillé à Areva. Et là, il va y avoir probablement un choc de culture. On a d'ailleurs le titre d'EDF a déjà chuté en bourse dès l'annonce de sa nomination. C'est Nicolas Hulot qui a la tutelle sur le nucléaire, donc on verra. En même temps, il est moins dogmatique que certains écolos, mais il n'en reste pas moins qu'il avait voté par exemple pour Jean-Luc Mélenchon en 2012. En tous les cas, à 62 ans, l'animateur de télé a décidé de sauter le pas, après s'être présenté à l'élection présidentielle et avoir échoué aux primaires en 2011. Il décide de se lancer dans l'aventure. C'est un sacré pari. C'est une très belle opération de communication qui a été réussie par Emmanuel Macron. C'est aussi un risque. Les deux hommes prennent leurs risques. Alors avec la société civile, il y a eu des personnalités, ça a duré très peu de temps, on verra ce qu'il en est. En même temps, on imagine que Nicolas Hulot a envie aussi que ça réussisse, il prend un risque, et Emmanuel Macron a tout intérêt à ce que ça fonctionne aussi, parce que ce gouvernement, c'est celui qui doit mener la bataille des législatives, et il ne peut pas se permettre d'avoir le moindre accroc d'ici les élections, donc ça doit fonctionner. Sinon, les deux hommes perdront beaucoup dans cette affaire. Une question d'une internaute, Ina Vassileva. Comment analysez-vous le choix de Bruno Le Maire? Alors, c'est vrai que l'entrée de deux ministres de droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, est conforme au choix du Premier ministre Édouard Philippe. Ça fait trois représentants membres des Républicains. Ils ont tous les trois d'ailleurs été exclus du parti. Enfin, ils ont été exclus dès leur nomination. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a confié finalement Bercy, l'économie, les finances à deux membres des Républicains. Bruno Le Maire, c'est assez savoureux de le voir arriver à Bercy, puisqu'il y a 7 ans, il avait entendu Nicolas Sarkozy le nommer au même poste avant que finalement le président et son Premier ministre de l'époque ne changent d'avis au dernier moment et ne nomment François Baroin. Donc il y a une sorte de revanche pour Bruno Le Maire qui devient ministre du Grand Bercy, puisqu'il est ministre de l'économie. C'est un sacré pari pour lui aussi, un tournant dans sa carrière. Il a connu beaucoup de déboires cette dernière année. Il a échoué à la primaire de la droite. Il était candidat à la présidentielle. Lui aussi, il y a la caractéristique, c'est qu'il y a trois anciens candidats à la présidentielle dans ce gouvernement. En plus de Nicolas Hulot, il y a Bruno Le Maire et François Bayrou, bien sûr. Bruno Le Maire, il a échoué à la primaire, il a fait 2%. Ensuite, il a rallié la candidature de François Fillon. Il a quitté en pleine campagne le candidat à la présidentielle et il a terminé il a arrêté la campagne avant de rallier et de proposer ses services à Emmanuel Macron dès le lendemain du premier tour. Le voilà donc ministre, un gros poste, l'économie. Il va appliquer un programme qui n'était pas le sien. Au passage, c'est lui qui devra mettre en œuvre l'augmentation de la CSG, alors qu'il était contre, par exemple, pendant sa campagne.
Bon, ça fait partie aussi des contradictions qu'il devra gérer, mais Bruno Le Maire a décidé, et d'ailleurs les trois hommes de droite qui sont rentrés dans ce gouvernement disent à peu près la même chose. On a choisi la France plutôt que notre parti, hein, c'est la phrase employée par Gérald Darmanin également, hein, le jeune maire de Tourcoing, qui lui aussi franchit le pas. Je pense que Bruno Le Maire était dans une sorte de corner, d'impasse, à droite. Il était devenu, il s'était retrouvé un peu coincé par ses positions successives, et là il décide au fond de suivre, d'emprunter la même voie qu'Édouard Philippe et de se mettre au service d'Emmanuel Macron. Alors, au final, ce gouvernement, c'est en même temps plutôt de gauche, en même temps plutôt de droite, ou en même temps, vraiment en même temps? Je crois quand même que quand on regarde un peu où sont placés les différents ministres, je le disais, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui au fond tiennent Bercy, Édouard Philippe, Premier ministre, François Bayrou, ministre de la Justice, et même Gérard Collomb qui est probablement le moins socialiste des socialistes, qui est à l'intérieur. On sent que il y a une évolution quand même vers le centre droit. Ce gouvernement tire sans doute plus vers le centre droit. Alors maintenant, il faudra aussi mesurer tout ça aux premières décisions, aux actes qui seront pris. Mais le casting semble quand même dominé plutôt par le centre droit que par le centre gauche, qui se retrouve avec des postes peut-être moins centraux. Merci beaucoup Bruno Jeudi.